Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Fergan Aziari. Bonjour Pascal. Vous êtes le délégué général de l'Académie libre des sciences humaines. Vous êtes analyste des politiques publiques. Et puis vous vous intéressez à toutes les formes d'innovation. Alors il s'est passé quelque chose de spectaculaire au cours des 24 dernières heures. C'est l'effondrement des crypto-monnaies. Alors, ça paraît très lointain tout ça, mais j'ai consacré quelques numéros de Périscope à l'ascension du Bitcoin notamment. Là aussi très spectaculaire, hein. Quelques fractions de centimes pour commencer il y a une quinzaine d'années, et puis 50 000 $, là il y a très peu de temps. Alors on vient de 50 000 $, on est passé à 40 000 $ au 15 mai. Vous allez vous dire quand même, drôle de situation pour une monnaie. Et puis hier, au cours de la journée d'hier, des mouvements de yo-yo. Le Bitcoin est descendu à 30 000 $. Il a été au-dessus de 50 000 $, descendu à 30 000 $. Et puis, il y a une déclaration en fin de soirée. Vous allez voir que c'est très psychologique finalement la monnaie. Il y a une déclaration d'Elon Musk. Alors Elon Musk, c'est quelqu'un de très emblématique qui a notamment acheté 1,5 milliard de Bitcoin et accepté par exemple qu'on paye une partie de la voiture Tesla qu'on pouvait acheter avec des Bitcoins. Un tweet et voilà, l'affaire est faite et le Bitcoin remonte. Alors je m'en amuse. Évidemment, je suis embêté pour ceux qui ont un portefeuille en Bitcoin. Je ne vous recommanderais pas d'ailleurs d'investir dans ce domaine, mais en un mois, regardez pourquoi je ne vous le recommanderais pas. En un mois, le Bitcoin, il est passé de 64 000 à 36 000 $. Je sais que ça n'est pas du tout votre point de vue. Je sais que vous défendez les crypto-monnaies. On va avoir un débat peut-être cordialement contradictoire, Fergan Aziari. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est, bon, certes, un outil de placement, mais les placements, on sait que ça rapporte et que parfois on y perd beaucoup. Je me demande si ça n'est quand même pas une arnaque. Écoutez, tout d'abord, je pense que si on veut évaluer la performance d'un actif, il ne faut pas le faire sur une semaine, Oui. un mois, 2 mois. Il faut le D'accord faire sur là-dessus. le temps long. Oui. Bon. Le Bitcoin est une monnaie qui a quelques années, qui est née en 2009. Et si on prend maintenant la tendance sur le temps long, entre 2009 et aujourd'hui, bon, c'est une monnaie dont la valeur a cru de plus de 800%. Donc c'est ça qu'il faut, à mon avis, regarder et à comparer avec les monnaies officielles, l'euro, le dollar. Oui. Je rappelle quelques chiffres. Depuis 2002, depuis l'introduction de l'euro en espèces, l'euro a perdu 27% de sa valeur. Depuis 2009, date de naissance du Bitcoin, 14% de sa valeur. Donc je pense que c'est ces chiffres-là qu'il faut regarder avant d'émettre un jugement contre ou pour les crypto-monnaies et les monnaies officielles. Alors, je contesterais d'ailleurs le terme monnaie. Ça n'est pas une monnaie, parce qu'une monnaie, ça sert à payer. On ne peut pas payer avec un bitcoin. Ou alors, de temps en temps, ses impôts dans un État américain, une voiture électrique, mais pas beaucoup plus. Une monnaie, c'est d'abord un symbole de la confiance. Il y a une garantie en général qui est celle de l'État derrière. Et puis, on en a dans les poches. Et le bitcoin, c'est un objet de spéculation pour moi. C'est un objet de spéculation, mais en même temps, ce n'est pas forcément contradictoire avec l'idée de monnaie. Alors, juste pour revenir à la définition de ce qui fait une monnaie. Alors, la monnaie, à quoi ça sert? Ça a 3 fonctions, des fonctions que Aristote avait déjà définies. Oui. Unité de compte, réserve de valeur, instrument d'échange. Et pour que ces fonctions soient remplies, la monnaie doit être pourvue de certaines caractéristiques. Elle doit être facilement divisible en sous-unités, elle doit être facilement transportable, elle doit être durable. C'est la raison pour laquelle nos ancêtres ont abandonné les denrées alimentaires qui jadis servaient à faire du troc pour sélectionner les métaux précieux, par exemple. Et enfin, cette monnaie doit faire l'objet d'une certaine rareté, la rareté. Et c'est là-dessus, je crois, que Bitcoin a un avantage comparatif par rapport aux monnaies officielles, puisque vous le savez, aujourd'hui, l'euro, le dollar sont des monnaies administrées par des banques centrales qui ont un pouvoir discrétionnaire en matière de création monétaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent imprimer des billets à volonté, ce qui a longtemps été conçu comme une hérésie par les grands théoriciens de l'économie. C'est une folie. Oui. Exactement. Oui, imprimer plus de monnaie qu'il n'y a de valeur dans l'économie, c'est à l'évidence aller vers la catastrophe. Je crois que c'est même le fait d'imprimer de la monnaie tout court qui est une catastrophe. Vous savez, Montesquieu a longtemps dit que le papier-monnaie n'est qu'une fortune gonflée de vent. Et Frédéric Passy, qui est un grand économiste et un des premiers prix Nobel de la paix, disait que le papier-monnaie des gouvernements, lorsqu'il n'était pas adossé à un actif rare, était finalement similaire à une vignette pour amuser les enfants. Donc vous voyez que cette construction d'une monnaie non adossée à un actif rare a longtemps été
perçu comme une hérésie. Et c'est là où je serais un peu plus critique de votre conception de la monnaie, puisque vous dites en effet que la monnaie a besoin d'un État pour être garantie. Mais si je voulais être un peu taquin, je rappellerais que les grandes catastrophes monétaires de l'histoire de l'humanité ont toutes été perpétrées par les États, qu'il s'agisse du système de John Law après la mort de Louis XIV, qu'il s'agisse des assignats sous la Révolution française, qu'il s'agisse de l'hyperinflation sous la République de Weimar. Jamais la dimension étatique de la monnaie n'a été en soi un gage de qualité, là où Bitcoin, je le rappelle, est fondé quand même sur une promesse. La promesse, il n'y aura jamais plus de 21 millions d'unités en circulation. C'est donc une monnaie qui se prémunit justement contre le faux monnayage. Alors, simplement, je vais opposer à cet argument le fait que sur le temps long, puisque vous évoquez le temps long, les monnaies ont garanti d'une certaine façon la stabilité des économies. Je ne suis pas d'ailleurs le seul à le penser, puisque les Chinois eux-mêmes disent en substance que, s'agissant du Bitcoin, des crypto-monnaies, alors c'est un point de vue qui est réversible, on va le voir, hein. Ils estiment que c'est un facteur de déstabilisation. La Chine estime par exemple que la forte volatilité des monnaies virtuelles, au fond, les citoyens, les consommateurs détestent tout sauf l'imprévisible et qu'elle porte atteinte à la sécurité des biens et des personnes, perturbe l'ordre économique mondial. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue de la Fédération bancaire de Chine? Alors, en ajoutant quand même que les Chinois entendent peut-être créer une sorte de e-yen, c'est-à-dire une crypto-monnaie, mais qui serait garantie par la République populaire de Chine. Tout à fait. Déjà, il faut rappeler que la Chine est un État totalitaire qui n'aime absolument pas la concurrence, et c'est normal pour un régime totalitaire. Et de ce point de vue-là, son hostilité vis-à-vis des crypto-monnaies est tout à fait rationnelle, puisque ma langue à fourcher, c'est le yuan, hein, évidemment. Oui, tout à fait. Bitcoin entend concurrencer le monopole des États en matière monétaire, et il n'y a pas de raison pour qu'un régime totalitaire, effectivement, ne s'effraie pas de cette concurrence. Maintenant, vous parlez de la volatilité. Vous avez raison qu'aujourd'hui, la volatilité est un inconvénient, mais je crois qu'il faut la concevoir comme un inconvénient temporaire, le temps que la masse des usagers de Bitcoin, justement, augmente. Aujourd'hui, effectivement, la communauté des bitcoiners est assez réduite comparée à celle des usagers de dollars et d'euros. Et donc, ça fait en sorte que le moindre mouvement de marché, finalement, la moindre décision d'un petit nombre d'acteurs de vendre ou d'acheter peut influencer énormément les cours. Mais je crois que cette volatilité est amenée à se réduire au fur et à mesure que le nombre d'usagers de Bitcoin augmentera dans le futur. En sachant que la quantité est en effet plafonnée. Alors ça marche avec quelque chose qui s'appelle la blockchain. C'est un mot un petit peu barbare. Qu'est-ce que c'est que la blockchain? C'est un système dans lequel il n'y a pas d'unité centrale. C'est un système qu'on pourrait qualifier de démocratique. En anglais, on parle de peer-to-peer, c'est-à-dire c'est un ensemble d'ordinateurs, et derrière l'ordinateur, il y a toujours une personne en général, qui garantissent par une espèce d'accord collectif la valeur de cette monnaie. Mais il n'y a pas de garantie d'État. Est-ce que vous diriez, vous, que les crypto-monnaies, c'est au fond l'inquiétude qu'on peut avoir, sont une tentative de subversion de l'État-nation? Il a des défauts, l'État-nation, mais on vit dedans. Il offre un certain nombre de garanties. Vous voyez, on vient de traverser une période de 12, voire 18 mois extrêmement pénible. On voit que l'État a pu redistribuer du pouvoir d'achat, il a pu garantir les prêts des entreprises. Enfin, il a joué son rôle assurantiel, si je puis dire. Est-ce qu'il y a une volonté de remettre en cause ce modèle d'organisation? Je crois que c'est moins une tentative de subversion qu'une tentative de restauration des bases d'une monnaie saine. Je l'ai dit tout à l'heure, le Bitcoin a une particularité, c'est que sa rareté est encore une fois inscrite dans le protocole informatique. Donc c'est une monnaie qui tente de singer finalement les mécanismes de l'or, puisque l'or est un métal en quantité finie sur la Terre, personne ne peut imprimer de l'or à volonté. Et je crois que justement ceux qui ont créé Bitcoin et les usagers aujourd'hui veulent reproduire ce système qu'ils considéraient vertueux, je crois à juste titre, et qui a été abandonné après la fin de l'étalon or, après la fin de Bretton Woods sous Nixon. Et c'est en réaction aux excès inflationnistes des banques centrales finalement que s'est créée cette crypto-monnaie. Donc ce n'est pas vraiment une tentative de subversion des États, c'est-à-dire que si demain les États se mettaient à administrer une monnaie saine, cessaient de faire marcher la planche à billets, voire, soyons fous, reviendraient à l'étalon or,
à ce moment-là, je pense que Bitcoin perdrait une bonne partie finalement de son intérêt. Oui. Mais comme aujourd'hui, vous voyez bien que la fin de la planche à billets mettrait beaucoup de banquiers centraux au chômage, il est peu probable malheureusement que les États cessent de dénaturer finalement ce qui fait une monnaie, c'est-à-dire sa réserve de valeur et sa rareté. Mais il fallait laisser les économies s'effondrer là pendant ces 12 mois? Non, je ne pense pas qu'il fallait laisser les économies s'effondrer, mais vous voyez bien que la création monétaire illimitée, elle va au-delà du coronavirus. Je veux dire, ce n'est pas une invention de l'épidémie. Alors, elle a été accélérée, elle existait avant. Elle a été accélérée, elle existait avant. Ce qui a permis en réalité à nos économies de s'arrêter, c'est finalement la capacité d'endettement et la quantité d'épargne qu'on a pu mobiliser pour subventionner les travailleurs qu'on a assigné à résidence. Alors vous voyez bien précisément que l'épargne est aussi un instrument qui tend à être endommagé par les banques centrales qui jouent à euthanasier les épargnants, pour reprendre la formule de Keynes, via des politiques monétaires expansionnistes, via des taux d'intérêt artificiellement bas, voire négatifs. Donc en ce sens, l'accumulation d'épargne que permettrait une monnaie saine, elle rendrait nos sociétés plus résilientes. L'épargnant est le grand perdant de la séquence qu'on vient d'achever, qu'on souhaite achever assez rapidement d'ailleurs au passage. Oui, je pense que c'est le cas et que malheureusement ce n'est pas encore terminé, puisque nous sommes aujourd'hui encore dans l'emprise d'une idéologie keynésienne qui voit l'épargne comme étant quelque chose de négatif. On n'a pas compris que c'était le moteur de la croissance économique et que c'était aussi le reflet de la prudence des citoyens. D'ailleurs, c'est intéressant puisque avant la pandémie, souvenez-vous, les keynésiens nous expliquaient qu'il y avait trop d'épargne. Alors, qui peut aujourd'hui répliquer cette remarque? On est bien content d'avoir eu une abondance d'épargne pour financer l'imprévu, puisque c'est aussi à ça que sert l'épargne. Malheureusement, les pays pauvres, peu dotés d'épargne, peu dotés de capacité d'endettement, n'avaient pas cette capacité que nous avions, nous, pays riches, de nous confiner, parce que c'est quand même un luxe de pouvoir arrêter une économie pendant 6 mois pour aplatir la fameuse courbe des contaminations. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Or, cet exercice-là nécessite une nation suffisamment riche, dotée en capitaux, précisément pour acheter cette résilience. Vive l'épargne. Le Bitcoin, on va s'arrêter une petite seconde. Comment ça marche? Quelles en sont notamment les limites? Nous voyons tout cela avec Antoine de Précigou. Il existe des dizaines de monnaies virtuelles, dont la plus connue le Bitcoin. Toutes s'échangent sur Internet entre des utilisateurs du monde entier sans passer par les banques. Pas toujours très légaux, car il garantit l'anonymat de son propriétaire. Pour en obtenir, le moyen le plus simple reste d'en acheter sur des sites Internet spécialisés. Leur fréquentation a explosé ces derniers mois. Car aujourd'hui, pour certains, le Bitcoin est devenu un investissement, une manière de spéculer. En février, j'ai dû acheter l'équivalent de 300 $ de Bitcoin. Et depuis, ces 300 $ se sont transformés au-delà des 2300 $. C'est plus intéressant qu'un livret A, en effet. Mais c'est aussi beaucoup plus risqué. Certes, la courbe s'est envolée. Cette volatilité semble être le signe d'une bulle spéculative, sur le point d'éclater. D'autres pensent au contraire que le Bitcoin devrait malgré tout atteindre des sommets. C'est une révolution technologique. Encore une fois, rien ne peut arrêter la technologie. Ça se comptera en centaines de milliers de dollars. Maintenant, combien? 100 000, 200 000, 500 000? C'est impossible à dire. Ça reflète effectivement tout d'une bulle spéculative, en sachant en plus, et c'est le point qui est négatif, le Bitcoin n'est adossé à aucun actif tangible. Il n'y a rien vraiment qui justifie une telle appréciation exponentielle du prix. Si vous souhaitez acheter quelques Bitcoins, suivez cette règle d'or. Investissez uniquement ce que vous êtes prêt à perdre. Alors, vous qui êtes un tenant de l'économie réelle, vous avez entendu ce que dit ce jeune homme. Rien ne justifie l'expansion, la croissance quasi déraisonnable du Bitcoin. Enfin, que penser d'un produit qu'on appelle une monnaie qui passe de 0 à 50 000 du jour au lendemain sans qu'il y ait aucun actif, vous voyez, un actif corporel adossé à sa propre valeur? Je crois qu'on peut tout à fait retourner l'argument contre les monnaies officielles, puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'or et de Bretton Woods. Oui. Depuis la fin de Bretton Woods, faut-il le rappeler, les monnaies officielles ne sont adossées sur aucun actif rare non plus. La seule différence entre Bitcoin et les monnaies officielles, c'est qu'encore une fois, il y a cette promesse de rareté qui fait qu'un détenteur de Bitcoin ne pourra, à l'assurance qu'il ne sera jamais surpris par la planche à billets et qu'il ne subira jamais aucune pression inflationniste. Et c'est d'ailleurs intéressant de remarquer que les mêmes qui aujourd'hui dénigrent Bitcoin et donc idéalisent les monnaies officielles
sont aussi favorables à ce qu'on appelle le cours légal. Le cours légal, c'est quoi? C'est cette disposition législative qui fait que vous êtes contraint d'accepter de l'euro, du dollar, sans quoi vous prenez une amende. Alors moi, je pose quand même cette question, c'est-à-dire que si on est vraiment convaincu de la supériorité des monnaies officielles que sont l'euro, alors pourquoi contraindre finalement les agents économiques à en utiliser? Après tout, le marché, la concurrence des monnaies, eh bien, si les monnaies officielles sont si sûres d'elles, eh bien, elles ne devraient pas risquer, en tout cas avoir peur de la concurrence. Donc vous savez, je crois que dans le commerce, dans l'économie, l'usage de la force est toujours un signe de faiblesse. Là où Bitcoin fonctionne sur le consentement des individus, des usagers. Alors on le disait tout à l'heure, les monnaies virtuelles ne sont pas tout à fait des monnaies au sens où on l'entend régulièrement, c'est-à-dire qu'il est difficile de payer une monnaie, ça sert à ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, une des 3 fonctions, c'est l'échange. Or, dans de nombreux cas, on ne peut pas échanger avec des bitcoins, mais il y a... Pas encore. Pas encore. C'est vrai que l'histoire se construit. Il y a aujourd'hui 1000 devises crypto-monnaies. Alors, ce sont des monnaies virtuelles, appelez-les comme vous voulez, et ça représente 2500 milliards de dollars. Dans ces 1000 devises-là, est-ce qu'il y en a dont il faut se méfier? Est-ce qu'il y a des arnaques précisément? Est-ce que c'est une façon, est-ce que c'est pas d'une certaine façon un moyen pour blanchir de l'argent, y compris de l'argent sale? Le blanchiment, il peut aussi être effectué avec les monnaies officielles. C'est plus compliqué. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, un groupe criminel préfère le dollar, l'euro, qui sont des monnaies plus liquides justement pour des opérations criminelles de toutes sortes, et qui arrivent via le cash à échapper au circuit bancaire classique. D'ailleurs, le Bitcoin, de ce point de vue-là, est très peu pratique, puisque contrairement à ce qui a été dit dans le reportage, ce n'est pas une monnaie totalement opaque, puisque la blockchain, effectivement, est complètement traçable et complètement transparente, donc on peut tracer les transactions de tout le monde. En revanche, vous aviez parlé de la possibilité de payer avec du Bitcoin. C'est vrai que toutes les monnaies ne se valent pas là-dessus. Et vous avez raison d'insister parce que c'est la politique monétaire, en réalité, de chaque crypto-monnaie qui va déterminer sa qualité et sa liquidité. Elle est pensée, d'ailleurs, cette politique, à tort ou à raison, on peut condamner la BCE, la Réserve fédérale américaine, vous avez parfaitement raison, qui imprime beaucoup de monnaie, qui produisent de l'inflation, qui dévalue au fond la valeur de la monnaie. Mais au moins, on sait à quel endroit c'est pensé tout ça. Les crypto-monnaies, ça paraît un petit peu mystérieux. On sait qu'il y a des pseudonymes, il y a des gens qui se cachent derrière tout ça. Et donc, ça n'inspire pas nécessairement confiance. Il y a quand même des théoriciens, c'est-à-dire que celui qui a ce fameux Satoshi Nakamoto qui a créé Bitcoin ne l'a pas créé de nulle part. C'est-à-dire que l'idée de concurrence des monnaies a été proposée par un grand économiste comme Friedrich Hayek, qui a eu le prix Nobel d'économie, qui a théorisé la dénationalisation de la monnaie dans un ouvrage qu'il a publié dans les années 70. L'idée d'une monnaie déflationniste, puisque c'est aussi ce à quoi prétend Bitcoin, n'est pas non plus totalement nouvelle, puisque au XXe siècle, beaucoup d'économistes, notamment qui appartiennent à l'école autrichienne d'économie, ont précisément insisté sur le fait que le rôle d'une monnaie, c'était d'être déflationniste en quelque sorte. Puisque si, après tout, nous recherchons une monnaie pour le pouvoir d'achat qu'elle procure, alors pourquoi craindre la baisse des prix des biens et des services? Ça n'a pas beaucoup de sens. Alors on nous rétorquera qu'il y avait le précédent de 1930, mais je ne crois pas qu'on puisse comparer ces périodes-là. Une déflation n'est problématique que lorsqu'elle est imprévisible et lorsque les entreprises n'ont pas le droit d'ajuster les salaires nominaux en fonction de l'évolution des prix réels. Donc le vrai problème aujourd'hui, il est dans nos rigidités institutionnelles. Il est vrai qu'aujourd'hui, que s'il y avait une déflation de l'économie, ce serait une catastrophe générale parce que les contrats de travail sont rigides. Un entrepreneur n'a pas le droit de baisser le salaire nominal de son employé pour répercuter les baisses des prix réels. Et parce que tout est lié au salaire, notamment le financement du modèle social. Exactement. Mais ça, ce sont des rigidités qui sont tout à fait nouvelles, qui sont dues à un État-providence rigide, qui sont dues à des conventions collectives, à un droit du travail qui a voulu finalement rigidifier le système des prix. Donc si on veut une économie déflationniste, il faut réinstaurer une liberté des prix. Mais je tiens à dire, et là j'aime bien citer l'économiste Jean-Marc Daniel, on voit beaucoup de consommateurs réclamer la baisse des prix. On voit très peu de consommateurs réclamer la hausse des prix de manière générale. Alors, est-ce que vous pensez que les banques centrales vont s'en emparer? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en parle, on sait d'ailleurs ce qu'il advient de ces nouveautés. En général, elles sont accaparées. Les principes, en tout cas, sont accaparés par les agents institutionnels. En Angleterre, on y pense.
en Europe aussi on y pense, aux États-Unis, les Chinois qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'un jour nous aurons des e-yuan, des e-euros, des e-dollars, et quel est l'intérêt pour le consommateur ? Alors, les banques centrales, en effet, planchent sur ce genre de projet depuis pas mal de temps. On réfléchit à des euros numériques, à des dollars numériques. Et donc, si aujourd'hui... Mais ça s'adresserait à qui, ça ? Et quel est l'intérêt ? Alors, si on en croit les projets et les soutiens, donc ceux qui sont partisans de ces projets, il s'agirait de proposer une monnaie qui se passerait des intermédiaires bancaires. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'intermédiaire entre la banque centrale et le citoyen lambda, voire l'entreprise lambda. Et comment on finance dans ces conditions l'achat d'un appartement, d'une voiture ? On n'a plus de banque ? Je pense que les banques vont devoir réinventer leur métier, qu'elles vont devoir se contenter d'un rôle d'intermédiaire entre les épargnants et les investissements de projets, mais que leur activité de dépôt, de gardien de dépôt de monnaie, effectivement, sera une activité qui sera ubérisée, si on peut le dire ainsi. Maintenant, là où je suis un tout petit peu plus sceptique sur les propositions des banques centrales, c'est que je ne crois pas qu'elles ont totalement compris l'intérêt des crypto-monnaies, parce que le Bitcoin n'est pas forcément une révolte contre l'idée d'un intermédiaire. Voyez le succès d'une plateforme comme Coinbase, par exemple, qui est récemment entrée en bourse. Eh bien, son existence et son succès montrent après tout que les bitcoiners, les usagers de Bitcoin, peuvent tout à fait s'accommoder d'une entreprise, d'un tiers de confiance central, pour peu que cette entreprise soit dépourvue de la capacité de manipuler la monnaie, la valeur de la monnaie, et de gonfler artificiellement la masse monétaire. Or, je ne crois pas que les euros numériques bénéficieront de cet atout, puisque ces monnaies seront toujours administrées par des banques centrales qui garderont le pouvoir d'augmenter la masse monétaire de manière un peu discrétionnaire et arbitraire. Et c'est un peu ça qu'on leur reproche. Donc je pense que si les banques centrales veulent vraiment concurrencer ces crypto-monnaies, et moi je n'ai rien contre la concurrence, en tant que libéral, j'y suis tout à fait favorable, je pense qu'elles doivent réfléchir au moyen de réadministrer une monnaie saine à nouveau, mais ce qui implique pour ces banques centrales de se mettre des menottes, de se retenir, c'est un appel à la modération. Est-ce qu'elles accepteront ces limitations ? J'en suis pas sûr. Deux choses aujourd'hui, si vous aviez vraiment envie de comprendre comment fonctionnent les monnaies, c'était le moment. Il fallait suivre Periscope depuis le début, j'espère que vous êtes là nombreux. Et si vous voulez savoir ce qu'est un vrai libéral, c'est Fergan Azihari. Alors, il y a un autre libéral qui s'appelle Elon Musk. J'y reviens un tout petit instant parce que Elon Musk a fait marche arrière sur les crypto-monnaies. J'aimerais qu'on essaye de comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Il dit en substance, je pense qu'il y a un argument économique, il n'y a pas qu'un argument environnemental. Enfin, il dit, voilà, les crypto-monnaies, ça fonctionne avec ces chaînes d'ordinateurs, et il prend en compte le fait qu'aujourd'hui, le digital représente une partie très importante des émissions de CO2 dans le monde. Il s'adosse notamment à un rapport qui est le rapport de Green IT, qui recense le nombre d'équipements dans le monde. Il y a, dans le domaine du digital, 34 milliards d'équipements dans le monde. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est le petit téléphone portable, c'est l'ordinateur, c'est l'ensemble des objets qui sont connectés les uns aux autres, et ça fait 4,1 milliards d'utilisateurs. Vous faites le compte des gens qui vivent autour de la planète, ça fait quand même un taux relativement important d'équipements. Il dit de surcroît, deuxième élément, l'empreinte écologique du numérique. Bon, alors, comme ça paraît un petit peu lointain, mais ce sont des fermes informatiques, il faut les refroidir, ça consomme beaucoup d'électricité. Cette électricité, elle est souvent produite avec du charbon, du gaz, du pétrole, donc c'est au fond un dégagement de CO2. Et si le numérique était un pays, il serait le 5e plus gros émetteur de CO2. Et il mobilise aussi des ressources en eau parce qu'il faut refroidir tout ça. Troisième élément, et puis on va le commenter, en fait, là aussi, contrairement à une idée reçue, le numérique qu'on a dans sa poche tous les jours, il émet plus de CO2 que le transport aérien mondial. On ne prend pas l'avion tous les jours. En revanche, on utilise son smartphone une bonne 50aine de fois dans la journée. Et c'est 4 fois plus que la France. Mais la tendance est très mauvaise. C'est une des raisons pour lesquelles Elon Musk a fait machine arrière. Il dit en substance, voilà, il y a 20 milliards d'objets connectés. C'est pas mal, hein ? 20 milliards d'objets connectés aujourd'hui sur Terre. Qu'est-ce que c'est ? C'est votre frigo connecté, c'est votre connexion avec la maison, la domotique, c'est les connexions à usage professionnel, et on va vers 48 milliards d'objets connectés. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ?
Écoutez, moi je pense que l'enjeu c'est davantage la qualité de ces énergies plus que la quantité d'énergie consommée. En France, on a la chance d'avoir une électricité qui est très décarbonée grâce à l'énergie nucléaire. Ce n'est effectivement pas le cas de tous les pays du monde, puisque à l'échelle mondiale, le nucléaire ne représente encore rien par rapport au mix énergétique mondial. 10 et 15%. C'est ça. Et effectivement, l'enjeu, c'est de monter en puissance. Moi, je ne pense pas qu'il faille sous-estimer la question environnementale et écologique. Maintenant, si la consommation d'énergie est la contrepartie, on va dire, légitime d'un service utile à la population, je n'y vois pas d'inconvénient, à condition que cette énergie-là, en effet, soit la plus décarbonée possible pour qu'on rentre, pour qu'on ne contrevienne pas à l'enjeu climatique. Mais je pense que c'est davantage une question de qualité d'énergie, la nécessité d'amorcer cette transition énergétique dont on parle beaucoup, plus qu'une nécessité finalement de contrition qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. En ajoutant que le digital permettra sans doute de réduire les Oui, émissions de on a CO2, beaucoup ça évite parlé des de déplacements, tout à ça fait. évite de la mobilité, ça permet de mieux ajuster sa consommation électrique. La 5G notamment. elle-même se veut moins énergivore grâce au progrès technologique. L'efficacité énergétique fait partie aussi de la dynamisme du capitalisme. Le but du capitalisme, c'est de produire toujours plus avec moins. Donc cette recherche d'efficacité et de rendement est tout à fait, je crois, cruciale si l'on veut répondre à ces objectifs environnementaux. C'est la définition de l'économie du professeur Samuelson. C'est utiliser efficacement des ressources rares. Tout Au à fond, fait. c'est l'économie.